Depuis qu'il a été importé à Sao Paulo en 1894, le Brésil est devenu le sport le plus populaire du pays. Là-bas, tout le monde joue au football et ce dès le plus jeune âge. Du matin au soir, partout dans les favelas, dans les rues, dans les parcs, à la plage, toute la population brésilienne respire le football, une véritable religion. Connu pour son style de beau jeu, le Joga Bonito exprimant une liberté technique sur le terrain, le pays des palmiers a vu passer de nombreux talents. Ronaldinho, Romario, Ronaldo, Neymar, Rivaldo, Garrincha, Pelé, Zico, Socrates et j'en passe. Il s'agit de la seule nation à n'avoir jamais loupé une participation en Coupe du Monde, nation qui détient également le record de Coupe du Monde remporté avec 5 titres. Cependant, qu'en est-il du championnat brésilien, la Serie A, très peu médiatisée en France et dans le monde? Comment un pays si attaché au football n'a pas son championnat reconnu et célèbre à l'échelle mondiale? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, mais avant ça, présentation du championnat. Contrairement à nos championnats européens qui se déroulent sur 2 années, le championnat brésilien se déroule lui sur une année, de mai à décembre. Par exemple, nous on dit la saison 2015-2016 et eux ils vont juste dire la saison 2015. La Serie A, à ne pas confondre avec la Serie A italienne, compte 20 équipes. Les 4 premiers sont qualifiés pour la Copa Libertadores et les 4 derniers sont relégués en deuxième division, la Série B. Le club le plus titré du championnat est Palmeiras avec 10 titres, club basé à Sao Paulo. Et le tenant du titre est actuellement Flamengo, club basé à Rio de Janeiro, club également ennemi de Fluminense. Elle est organisée par la CBF, la Confédération brésilienne de football. Voilà un bref résumé du championnat. Et donc maintenant, on va voir pourquoi le championnat brésilien n'est pas autant populaire. C'est parti. Numéro 1, une ligue désorganisée. Ah bah oui, tu l'as entendu de l'introduction, ça t'a peut-être fait tilt, mais oui, le championnat se joue de mai à décembre. Elle est désorganisée aussi dans le sens où elle se joue en même temps que la Copa Libertadores et la Copa do Brasil, 2 compétitions phares dans le pays qui commencent dès le mois de février, c'est-à-dire que le football brésilien est actif de février à décembre, sachant que le mercato estival brésilien a lieu du mois de juin au mois d'août. Beaucoup de clubs perdent leurs joueurs au fil des saisons, il y a également beaucoup de blessures car les joueurs doivent enchaîner énormément de matchs. Du coup il y a beaucoup de changements de joueurs et de rotations qui se font dans l'équipe. C'est pour ça que l'effectif du club tourne beaucoup, les joueurs partent, il y a des blessures et les entraîneurs ne peuvent pas gérer tout ça, ce qui nous amène au second point. Les entraîneurs quittent souvent leur club au cours de la saison. Les Brésiliens se plaignent souvent de l'incompétence des entraîneurs et des directeurs des clubs qui selon eux ne connaissent rien au football car certains gèrent très mal leur club. Les entraîneurs restent très rarement plus d'une année dans le même club. Il y a certaines exceptions comme Jorge Jesus, l'ancien grand entraîneur de Benfica qui est arrivé à Flamengo en 2019 et il a gagné la Copa Libertadores, le championnat, et a emmené son équipe en finale de la Coupe du Monde des clubs, le tout dans la même année. Jorge Sampaoli, l'entraîneur de la sélection d'Argentine, a aussi été très apprécié lors de son passage à Santos, et ce ne sont pas des entraîneurs qui ont la nationalité brésilienne. Les entraîneurs de grande classe en ligue brésilienne sont très rares, voire inexistants. Numéro 3, étant donné que le Brésil est un pays très inégalitaire avec beaucoup de pauvreté, cela se ressent aussi dans le championnat avec beaucoup de problèmes financiers. Vous connaissez sûrement cette photo qu'on a vue partout, dans tous les manuels d'histoire géo. Pays très inégalitaire, quasiment aucun joueur n'a envie pour le plaisir de jouer en Serie A brésilienne. C'est plutôt le contraire, mais on va le voir après. Le salaire n'est pas du tout attractif pour les Européens ou pour n'importe quel autre footballeur. Si par exemple un club brésilien est intéressé pour faire signer un joueur en Ligue argentine et qu'un club chinois ou européen fait une offre, et bah forcément en fonction du salaire et de la condition de vie, le joueur va aller en Asie ou en Europe. Ainsi, les équipes brésiliennes ne peuvent pas concurrencer avec les offres des clubs européens et asiatiques. Il y a une mauvaise gestion des clubs brésiliens, ils dépensent plus qu'ils n'ont, c'est pourquoi beaucoup de clubs brésiliens sont endettés. De plus, la majorité des joueurs brésiliens accordent plus d'importance à la Copa do Brasil et à la Copa Libertadores suite à l'aspect financier. Par exemple, la Copa Libertadores, qui est l'équivalent de la Ligue des Champions européenne, a des récompenses très attractives pour n'importe quel joueur brésilien. Si on regarde les primes en 2014, on peut voir que les sommes sont très élevées pour eux. Vous avez sûrement entendu parler de la victoire en finale de Flamengo en 2019 contre River Plate, avec un doublé de Gabriel Barbosa, 89e et 92e minute, permettant au club brésilien de remporter la coupe 38 ans après. Imaginez donc la joie pour un club ayant des problèmes financiers et des salaires très bas de remporter une telle compétition. Ah bah la ville de Rio de Janeiro, elle était en feu. Du coup forcément on l'a évoqué et ça nous amène au 4e point avec les pépites qui quittent le championnat dès qu'ils peuvent. D'un côté ça sauve un peu les clubs brésiliens endettés qui reçoivent une somme d'argent conséquente pour le transfert du joueur, mais de l'autre ça n'arrange pas tellement le club qui perd son meilleur joueur, mais également avec tout ce qui se passe en ligue brésilienne, le salaire très bas, la corruption, la violence et j'en passe.
un joueur brésilien signera un transfert en Europe les yeux fermés. On peut le voir sur ce tableau avec de célèbres joueurs brésiliens qui ont quitté le championnat le plus tôt possible. Philippe Coutinho dès ses 16 ans, c'est quand même assez étonnant. La plupart du temps ça ne dépasse pas la vingtaine avant de partir. On peut même rajouter Vinicius Junior, Rodrigo, Reinier Jesus qui sont tous les trois partis au Real Madrid à l'âge de 18 ans. Après je sais ce que vous allez dire peut-être, oui mais Pelé il est resté à Santos presque toute sa carrière, il n'a pas bougé etc. Sauf que le football il a bien changé entre temps, c'était dans les années 50-70, si le Real avait mis 100 millions sur lui à cette époque là, il serait parti depuis bien longtemps, mais bon le football a changé. Numéro 5, la CBF et la corruption. Alors on n'en a pas parlé, pourtant c'est la chose qui détruit le plus le championnat selon la plupart des Brésiliens. C'est d'ailleurs eux qui gèrent le calendrier qui est énormément critiqué. Beaucoup de spectateurs brésiliens veulent que le calendrier soit semblable au championnat européen, mais bon, rien à faire. La CBF est jugée comme corrompue, égoïste, tout ce qu'ils veulent c'est de l'argent qu'ils gagnent, ils s'en foutent des joueurs selon les Brésiliens. Il y a de la corruption même au Brésil, donc forcément il y aura de la corruption dans le football brésilien. Et ça malheureusement, ça détruit le football. De nombreux Brésiliens disent regarder uniquement les championnats européens, car ils jugent leur série A brésilienne avec une corruption qui tue le jeu, avec une qualité de football très faible. Numéro 6, une ligue violente. Logiquement tout revient au pays. Si le pays en soi est violent, il y aura de la violence forcément dans leur football. Certains footballeurs ne sont pas intéressés à signer dans un club brésilien à cause de la violence, ce qui est compréhensible. Une violence qui se ressent comme dans la plupart des championnats pendant les derbies. Un des plus choquants c'était dernièrement le derby de la ville de Porto Alegre opposant Grêmio à l'Internacional. Le 13 mars 2020 il y a eu 8 cartons rouges, bagarre générale. On a entendu parler de ce match en plus, ça a fait un peu le tour de la planète football. Donc bon ça fait un peu une mauvaise pub pour le championnat brésilien. Le derby brésilien le plus connu est sans doute le Fla-Flu, Flamengo contre Fluminense. Après on a Sao Paulo avec 3 clubs qui se disputent un peu. Sao Paulo Football Club, Corinthians et Palmeiras. On peut voir également sur cette carte représentative qu'il y a seulement 3 clubs brésiliens dans la région nord-est du pays et tout le reste est concentré au sud-est du pays. Donc imaginez-vous Grêmio qui va affronter Recife. Ils doivent se taper tout le Brésil et en plus de ça ils doivent jouer un nombre incalculable de matchs parce qu'il y a beaucoup de coupes internationales, mondiales, continentales, il y a le championnat, il n'y a aucune pause, zéro trêve. Donc voilà, je vous ai cité toutes les raisons pour lesquelles malheureusement le championnat brésilien n'est pas autant populaire. Et donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aviez pu apprendre de nouvelles choses sur le championnat brésilien. Ça me paraissait intéressant de faire une vidéo là-dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous voulez qu'en prochaine vidéo j'aborde un championnat qui vous intéresse, mais que vous connaissez vaguement, et que vous aimeriez connaître par le biais de mes vidéos, et faites-moi en part en commentaire, et je ferai mon meilleur travail de recherche pour qu'on apprenne tous ensemble sur le football, parce que c'est ça la beauté du football. Il faut s'intéresser au football dans le monde, traverser les frontières. Ceci étant dit, j'espère que vous avez passé un bon moment devant la vidéo. N'oubliez pas le like, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux également. Merci d'avoir regardé la vidéo, allez salut!